Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier virage de l'info sur RTI1. Une délégation de l'Ordre des avocats chez le président de l'Assemblée nationale, conduite par sa nouvelle présidente, elle a présenté au chef de l'hémicycle les membres du Conseil de l'Ordre qui auront en charge la gestion de l'Ordre des avocats pendant les 3 prochaines années. Les échanges ont porté sur la profession des avocats et les préoccupations relatives à l'accès aux droits et à la justice. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a participé à Dakar à un séminaire subrégional sur les compétences numériques et l'intelligence artificielle. Une rencontre pour les pays d'Afrique francophone et lusophone. Le renforcement de l'impact de la Confémène a été évoqué. Et puis en Espagne, alors que des milliers d'habitants se sont retrouvés piégés par les eaux dans la région de Valence, la responsabilité du gouvernement local est pointée du doigt. La goutte froide a tué 211 personnes selon un dernier bilan encore provisoire de Pedro Sanchez ce samedi et en a fait disparaître des dizaines voire des centaines d'autres au sud-est de la péninsule ibérique. 10 000 soldats et policiers supplémentaires ont été mobilisés. Voilà pour les titres. On démarre ce journal avec les activités du président de l'Assemblée nationale qui a reçu hier vendredi 1er novembre 2024 l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Maître Florence Lohan-Messan et sa délégation ont présenté leur civilité au patron de l'hémicycle. Le président Adama Bictogo en a profité pour comprendre les missions et les attributions de l'institution. Il a appelé au renforcement de la coopération entre les parlementaires et le barreau ivoirien pour le développement du système judiciaire dans notre pays. Les détails avec Jean-Marc Djadji. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire à la rotonde de l'Assemblée nationale. Les représentants du barreau de Côte d'Ivoire échangent avec Adama Bictogo, le président de l'hémicycle. Point à l'ordre du jour, la présentation des missions et des projections de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire au bénéfice des couches vulnérables, notamment le futur siège, la célébration des 65 ans du barreau et la création de centres d'assistance pour les violences domestiques dans le pays. Nous avons, comme vous le savez déjà, de nombreux projets pour rapprocher les justiciables de la justice et nous avons exposé ces différents projets à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Nous lui avons marqué également la disponibilité des avocats de Côte d'Ivoire d'apporter notre connaissance et notre expertise tant qu'il en aura besoin. Après échange, le président de l'Assemblée nationale s'est engagé à accompagner l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire dans l'accès aux droits et à la justice à tous les citoyens. Je voudrais, en tout cas pour ma part, vous assurer de la disponibilité de l'institution, mais de ma disponibilité personnelle. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire enregistre 559 avocats et 18 membres issus de son conseil et envisage de renforcer ses relations avec les institutions de la République. Et sur un tout autre plan, le ministre du Tourisme et des Loisirs a répondu récemment à une invitation du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, en compagnie du président de l'institution, le docteur Eugène Akaawele. Le ministre Siandou Fofana a participé à une conférence sur l'économie bleue dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Le commentaire de Patricia Omoitia. Le tourisme côtier et maritime, également désigné sous le nom de tourisme bleu, est devenu un secteur économique majeur pour les nations dotées de côtes attractives et facilement accessibles. L'analyse montre qu'en Côte d'Ivoire, l'exploitation côtière a été un catalyseur pour le développement du tourisme balnéaire. En effet, les plans d'eau lagunaires comptent parmi les plus magnifiques d'Afrique, s'étendant sur plus de 500 km de littoral. Le ministre en charge du tourisme et des loisirs ne manque pas de relever les nombreux défis, notamment faire figurer la destination Côte d'Ivoire dans le top 5 des destinations d'Afrique. Des moments d'échange pertinents pour éclairer les préoccupations des conseillers. Au niveau des populations riveraines, il y a suffisamment de possibilités qui soient données pour que ces populations-là qui bénéficient des cours d'eau et autres dans leur région, comme vous l'avez sollicité, nous ayons la possibilité de mettre ceci en exploitation et nous commençons déjà un projet pour ce qui concerne Mans, dans cette zone, valoriser ces villages et faire en sorte qu'il y ait un centre artisanal pour ce qu'ils font et puis autour de leur plan d'eau,
construire des restaurants avec des espaces de loisirs et de détente. Par ailleurs, la promotion de l'économie bleue est inscrite comme action prioritaire dans le PND 2021-2025. La conférence de ce jour nous offre l'occasion non seulement d'avoir une approche plus approfondie sur la question de l'économie bleue en lien avec la stratégie Sublime Côte d'Ivoire portée par le ministère du Tourisme et des Loisirs, mais aussi d'obtenir des réponses à certaines préoccupations, notamment le contenu de cette initiative, l'état des potentialités balnéaires dont dispose notre pays, les actions menées et les initiatives cohérentes et structurantes à même de valoriser ce que l'on pourrait appeler l'or bleu. Cette conférence, qui s'est articulée autour de plusieurs points, avait pour objectif de proposer le tourisme bleu comme un levier économique et environnemental pour les zones côtières de la Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité un séminaire pour les pays d'Afrique francophone et lusophone sur les compétences numériques et l'intelligence artificielle. La délégation ivoirienne était conduite par Mariatou Koné, présidente de la conférence des ministres des États et gouvernements de la francophonie confémène. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a partagé ses connaissances et celles de la Côte d'Ivoire sur la thématique. On en parle avec Sephora Zegui. Dakar, la capitale sénégalaise, a récemment accueilli un séminaire important sur l'éducation numérique réunissant des acteurs d'Afrique francophone et lusophone. Cet événement organisé par le Partenariat mondial pour l'éducation, l'UNESCO et d'autres institutions a pour objectif de partager des connaissances sur les compétences numériques et l'intelligence artificielle dans l'éducation. En tout cas, le Covid nous a donné l'immense opportunité de nous apercevoir que cette problématique est vraiment d'intérêt majeur pour nos pays et que le numérique est aujourd'hui un véritable vecteur de développement et un gain d'opportunités. Comment on peut évaluer nos enfants, comment on peut intégrer l'intelligence artificielle dans la pédagogie, comment on peut aider les enseignants à intégrer l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Mariatou Koné, la ministre ivoirienne en charge de l'éducation, en s'adressant à ses pairs, a souligné l'importance de cette rencontre pour bâtir des stratégies communes face aux défis du numérique dans l'éducation. Cet événement offre une belle opportunité d'échanger sur nos expériences en matière de numérique éducatif et d'intelligence artificielle, de réfléchir sur nos défis et de bâtir ensemble des stratégies qui nous permettent d'assurer un développement du numérique au service de la qualité de nos systèmes éducatifs respectifs. Cet atelier à Dakar marque un pas important vers l'amélioration de l'éducation numérique en Afrique, promettant un avenir où chaque élève pourra bénéficier des outils du numérique pour un apprentissage collaboratif et inclusif. Retour en Côte d'Ivoire et nous mettons le cap sur la région du Bunkani avec le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique qui était à la rencontre de la jeunesse de la localité. Sur place, il s'est agi pour Mamadou Touré de s'imprégner de l'impact des programmes en faveur de cette frange de la population en nation. Il s'est dit satisfait de la situation des bénéficiaires. Il a aussi promis une augmentation de l'enveloppe pour une meilleure autonomie. Le compte-rendu à Bondoyo, village situé à 8 km de Nassian dans la région du Bunkani, l'association villageoise d'épargne et de crédit avec change petit à petit la vie des populations. Grâce à cette trouvaille soutenue par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, les populations parviennent à se prendre en charge. Avant, j'étais désespérée parce que je n'ai pas de pieds, je suis handicapée. Mais grâce à avec aujourd'hui, en tout cas ça va. J'arrive à vendre mes petits garis, en tout cas ça va très bien. Chaque membre cotise, il y a solidarité et puis il y a épargne. Maintenant la solidarité, ça commence à 100 francs, 100 francs. Maintenant les 100 francs, s'il y a quelqu'un qui est malade entre nous, on prend ça pour aider la personne. Ou bien s'il y a quelqu'un qui a des soucis, des difficultés, on prend ça pour l'aider encore. Donc ça peut nous aider à sortir dans les difficultés. Le village compte 3 AVEC pour un effectif de 90 membres. En visite dans la région du Bunkani, pour s'imprégner de l'impact des projets en faveur des jeunes, le ministre Touré Mamadou s'est réjoui de savoir que cette action permet aux populations de sortir de la précarité. En guise donc de soutien, il a annoncé un appui financier de plus de 20 millions de francs CFA aux 3 AVEC pour leur permettre d'agrandir leurs activités. Dans la commune de Nassian, où il s'est également rendu,
Touré Mamadou a rencontré une jeune dame bénéficiaire d'1 million de francs CFA pour l'ouverture d'un commerce. Toujours dans la commune, il a également rendu visite à un jeune tapissier, lui aussi bénéficiaire d'1 million de francs CFA pour l'ouverture d'un atelier. Nous avons des régions qui étaient totalement enclavées, des régions où les jeunes étaient un peu oisifs. Et au-delà donc des projets en infrastructure pour désenclaver ces régions, nous avons été instruits à l'effet de formuler des projets pour permettre à des jeunes d'avoir des formations qualifiantes, financement des activités génératrices de revenus pour leur permettre donc d'intégrer le tissu économique. Cette visite du ministre Touré Mamadou à Nassien s'est achevée par une rencontre avec la jeunesse communale pour leur faire des dispositifs mis en place par l'État à leur profit. Dans la région du Bunkani, ce sont 12 628 jeunes qui ont été impactés par les différents programmes d'insertion socio-professionnelle. Quant aux AVEC, la région du Bunkani en compte 40. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle était jeudi dernier l'invité de la tribune Les rendez-vous du gouvernement du CICG. Pierre Demba a présenté les enjeux, les défis et les perspectives du dispositif sanitaire ivoirien. Les actions pour améliorer la qualité des soins et le renforcement de l'accès aux services de santé sur l'ensemble du territoire national ont été dévoilées. Yves Niazalé, Éric Goré, Ambroise Assema. Enjeux, perspectives et défis du dispositif sanitaire. C'est le thème de cette rencontre du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle avec la presse. Rendez-vous du gouvernement a été une occasion pour Pierre Demba d'échanger sans sujet tabou avec les journalistes sur les réformes mises en place pour rendre plus performant le système sanitaire dans notre pays. Les réformes hospitalières en cours ont apporté des innovations majeures au système hospitalier de notre pays en transformant les établissements sanitaires en établissements publics hospitaliers avec une personnalité morale et une autonomie de gestion, afin d'accroître leur capacité à dispenser des opérations de qualité répondant à des besoins de santé des populations. Dans cette politique, le gouvernement ivoirien rend plus facile l'accès aux soins. Le programme présidentiel d'urgence, dès 2011, plus de 30 milliards ont été investis pour répondre aux conséquences sanitaires de la crise qu'a connue notre pays. Ce programme a permis de remettre en service 42 infrastructures sanitaires à l'échelle nationale et de renouveler la flotte d'ambulances existantes avec plus de 50 nouveaux véhicules. Le programme hospitalier, lancé en 2018, est le plus vaste programme d'investissement jamais réalisé dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire, avec un montant de plus de 1200 milliards alloués à la construction, à la réhabilitation d'hôpitaux et des structures spécialisées afin de garantir un accès équitable aux soins de qualité partout où l'on se trouve sur le territoire national. Cette rencontre de Pierre Demba avec la presse s'inscrit dans le cadre de la deuxième session des rendez-vous du gouvernement pour l'année 2024. On parle maintenant de défense avec les forces spéciales de Côte d'Ivoire qui testent leur capacité d'intervention face à une menace terroriste massive. L'exercice Betrabé 3 a permis de mettre en évidence l'interopérabilité des forces spéciales, la marine nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, sur le même théâtre des opérations. Les manœuvres se sont déroulées sous le regard avisé et satisfait du chef d'état-major général des armées. À Boiflé, le compte-rendu de Soro Corona. Après 8 jours de traque, les forces spéciales ivoiriennes appuyées par la marine nationale, l'armée de l'air et l'armée de terre neutralisent des terroristes. Ces hommes sans foi ni loi tentaient d'occuper une partie du territoire à partir du lac de Kossou. Nous sommes à l'exercice Betrabé édition 2024, un exercice pour tester et évaluer l'interopérabilité de nos forces face à une menace terroriste massive. 2 points à relever. Le premier, c'est la fluidité d'action entre tous les acteurs, l'intégration de tous les équipements récemment acquis, l'intégration avec tous les autres moyens, c'est-à-dire moyens aériens, moyens navals et moyens terrestres. Et surtout la complémentarité entre les différentes composantes de nos armées. Betrabé édition 2024 est supervisé par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Lassina Doumia. Drones militaires de dernière génération, hélicoptères de guerre, véhicules blindés et autres matériels militaires modernes sont utilisés pour cet exercice. Le chef d'état-major général des armées
s'est dit satisfait de l'opération. Si nous devons nous battre, nous allons nous battre ensemble. Il est important pour nous de répéter nos gammes en temps de paix. Et comme nous le disons chez nous, la sueur épargne le sang au combat. Donc il vaut mieux nous entraîner, perdre la sueur maintenant pour épargner le sang le jour où nous serons engagés. Cet exercice permet aussi d'adapter l'organisation et les procédures opérationnelles des forces spéciales face à des attaques terroristes. Retour à Abidjan avec la célébration des 101 ans de la République démocratique de Turquie qui marque la fin du califat en 1923. Un moment commémoré à Abidjan à travers la représentation diplomatique turque. Une solennité avec la présence remarquable des présidents d'institutions ivoiriennes et des membres du gouvernement. Un reportage de Julien Gogo dans un commentaire de Jean-Luc Bangbo. Denise Erdogan Bahim, ambassadeur de la République démocratique de Turquie en Côte d'Ivoire, a rappelé les bonnes relations entre les deux pays. Les investissements turcs en terre ivoirienne ont connu un bon qualitatif cette dernière décennie. Cette cérémonie marquant le 101e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, le 15e anniversaire de l'établissement de l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire et 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Au nom du gouvernement ivoirien, Adom Kakou, ministre des Affaires étrangères, a transmis un message de fraternité à l'endroit de son hôte, saluant la présence de la Turquie dans divers secteurs clés dans le pays. Vous me permettrez de faire observer que les investissements turcs en Côte d'Ivoire connaissent une progression continue, notamment le domaine de la santé, où la Turquie a contribué à la construction, à l'équipement de centres de santé, le centre hospitalier universitaire CHU de Cocody et de Treichville, ainsi que l'hôpital mère-enfant de Benjerville. La présidente du Sénat explique le contenu de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique de Turquie. La Côte d'Ivoire entretient des relations très fructueuses avec la Turquie. Le président Alassane Ouattara a fait une visite en Turquie en 2015. Nous souhaitons que les hommes d'affaires ivoiriens puissent aussi aller en Turquie. Cette coopération bilatérale s'accentue avec l'installation de plusieurs enseignes. Environ 700 millions de dollars ont été investis par les entreprises turques en Côte d'Ivoire ces dernières années. Direction Paris avec le marron ivoirien qui est à l'honneur au Salon du Chocolat. Les organisateurs ont présenté un défilé de mode et multiplié les rencontres B2B pour la promotion du cacao durable et sa traçabilité. L'ambassadeur Ali Touré a aussi échangé avec plusieurs personnalités de la culture de rente. On retrouve nos envoyés spéciaux à Paris, Delphine Blas et Zakaria Traoré. Le Salon du Chocolat a développé le principe du B2B, où tous les acteurs du milieu se mêlent pour découvrir les métiers de chacun et nouer des partenariats. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui, depuis l'ouverture officielle du salon, multiplie les rencontres autour du cacao ivoirien, cacao durable et traçable. Il s'agissait pour nous de voir dans quelle mesure nous pourrions nous inspirer des expériences qui ont réussi ailleurs et qui non seulement ont été satisfaisantes, m'ont permis aussi d'améliorer les revenus des producteurs. On est ici, Excellence, au Salon du Chocolat de Paris. Et effectivement, ici, on est dans le berceau du cacao très très haut de gamme. La démarche que nous avons faite ici avec la Côte d'Ivoire, c'est de proposer à la Côte d'Ivoire de bâtir le même programme que celui que nous avons bâti au Cameroun. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut se mettre en relation ? C'est pas, les artisans français ne seront pas capables d'acheter les 2,5 millions de tonnes que vous produisez chaque année, mais par contre, créer une filière de très très haut de gamme pour essayer de tirer l'ensemble de la filière de nos amis ivoiriens. Parmi ses meilleurs artisans chocolatiers, l'ivoirienne Viviane Kwame, prix d'excellence 2014. Nous la retrouvons dans les vestiaires. Aujourd'hui, on a la chance d'être les premiers artisans africains à présenter un modèle au Salon du Chocolat depuis 29 ans. Tout ce qui est pelle, donc qui rappelle la royauté à Caen, donc l'or, a été fait en chocolat. Là, vous avez le bustier. Donc, vous avez tout ça qui est fait en chocolat. Et cette tenue a été portée par un athlète de renom, Nathanaël Keita, qui est championne paralympique, qui a porté le drapeau de la France cette année.
Et ça a été un honneur pour nous, pour la Côte d'Ivoire, d'être montré, de rayonner à ce point sur ce salon. On peut le dire, Viviane Kwame a su trouver sa place sur le marché concurrentiel et sélect du chocolat. Alors la Côte d'Ivoire brille, le pays rayonne au salon du chocolat. On poursuit ce journal avec une série de réflexions. Comment aider la jeunesse à réussir dans la vie active? Comment la rendre moins dépendante des réseaux sociaux et de certains vices comme la drogue? Un lot de préoccupations débattues par les autorités de la région de la Nawa. Soubri d'un modèle de réussite s'engage désormais à encadrer les jeunes à travers un mentorat. Le point avec Sam Conan. Soubri, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa. Ici, les autorités préfectorales veulent aider la jeunesse à réussir dans la vie, en ayant un repère, un modèle de réussite, d'où l'organisation d'une journée dite Journée du modèle. On a fait appel à des personnalités qui ont eu un parcours qui pourrait servir de référence aux jeunes. Donc on a essayé de les mettre en contact de telle sorte que cette jeunesse-là ne soit pas influencée par les réseaux sociaux, mais plutôt par des personnes qu'ils peuvent toucher. Des modèles de réussite originaires de la région de la Nawa ont raconté leur parcours, leur expérience aux jeunes présents dans la salle. On est venu parler à nos enfants pour leur dire que les réseaux, c'est bien beau, mais allez sur les réseaux pour vous informer. Il y a des plateformes, il y a des incubateurs, il y a plein de choses. Voilà, c'est possible de devenir ce qu'eux-mêmes veulent devenir demain. Et c'est possible parce qu'il y aura aussi des personnes pour les aider. De la pertinence de leurs questions. Ça prouve que la jeunesse a intéressé à notre parcours et à mon parcours. Et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir, qu'ils doivent retenir, qu'il faut travailler, qu'il faut oser, qu'il faut aller plus loin que ce qu'on nous a déjà présenté. Cette dame Maria, Madame Maria, elle est caféologue. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de caféologue. C'est l'unique caféologue et c'est la première fois que j'entends parler de la caféologie. Alors, voir son exemple m'a vraiment touchée et j'ai envie de devenir comme elle. Après la jeunesse, ce sera au tour des femmes de bénéficier de ce genre d'initiative afin de les aider à se prendre en charge, selon le préfet des régions, Clément Kaloubi Kwame. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a visité plusieurs sites d'enrôlement de 3 grandes villes de la région du Tonkui. À Danane, Biankouma et Ma, le général Vagondo Diomandé est allé s'imprégner de l'évolution de l'opération qui a débuté depuis le 19 octobre dernier. On en parle avec Christ Diomandé et Patricia Obo. Biankouma, Danane et Ma, 3 grands départements de la région du Tonkui, visités par Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le messager du gouvernement s'est rendu sur les sites d'enrôlement des différentes villes pour s'imprégner de l'évolution de cette opération. À Biankouma, le lycée général Guy-Roubert ouvre ses portes à la délégation. Ici, Vagondo Diomandé échange avec les agents de la CEI. Cap est mis sur la ville de Danane, où il fait le tour de plusieurs établissements primaires et secondaires abritant les sites d'enrôlement. Dans ces lieux, rien à signaler. À Mans, contrairement aux villes précédentes, un petit nombre de la population est sorti pour se faire enrôler. Il y a des gens qui commencent à venir. Bon, aujourd'hui, les gens ont été nombreux aussi, il faut l'avouer. Vagondo Diomandé met en lumière le sens de toute cette tournée dans la région du Tonkui. Le premier sens donc, que je voulais donner à cette tournée, c'est de voir sur le terrain comment les opérations se déroulent, quels sont les éléments qu'on pourrait noter au titre de l'amélioration de ce qui nous est donné de faire dans le cadre donc, de l'organisation de cette élection. Mais il faut le dire avec insistance, le maître d'œuvre, c'est la CEI. C'est la CEI et c'est elle qui pilote des mains de maître, donc toutes les questions électorales. J'ai aussi constaté l'implication de tous les acteurs, de tous les partis politiques. Chacun essaie d'amener ses militants à s'inscrire. Et c'est ça la vitalité de cette démocratie qui est toujours prônée par le président de la République. Ce sont ces choses-là qui donnent satisfaction. L'opération d'enrôlement sur la liste électorale, qui a débuté le 19 octobre, prendra fin le 10 novembre 2024 prochain.
Le mouvement Force 2015 installe sa première coordination dans la capitale française. Vendredi, son président Charles Niaouré s'est rendu à Paris. Il a mené une série de sensibilisations sur l'opération de révision de la liste électorale auprès de la diaspora française. Le récit de Patricia Omouitia. Hommes et femmes, membres et invités sont réunis ici à Paris et pour cause, l'installation du comité Force 2015 de Paris. Le but est de permettre aux membres de mobiliser autour de l'opération de révision de la liste électorale. Nous sommes venus à Paris installer le comité Force 2015 France et le message que nous lançons à ce comité, c'est de prendre toute sa place dans l'opération de révision du listing électoral, c'est d'aller partout chercher des sympathisants, des militants du RHDP, de les faire inscrire sur la liste électorale et d'être surtout prêts pour 2025 pour la réélection du président Alassane Ouattara. Participer massivement à la révision de la liste électorale afin de gagner le maximum d'électeurs pour le RHDP. La Force 2015. Il a été important que nous puissions installer ce comité de base pour pouvoir ancrer cette association dans notre parti. Et nous avons besoin que ce comité de base travaille sur le terrain. L'objectif principal est de recenser le maximum de personnes pour la continuité du développement entamé par le président Alassane Ouattara depuis maintenant 15 ans. Le premier responsable et haut patron de la cérémonie entend s'investir davantage pour la victoire du RHDP en 2025. On parle maintenant de politique avec l'Union démocratique et citoyenne UDC qui a animé une conférence de presse à son siège. Devant les journalistes, Anissé Nyanzi, son président, s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité. La décision du gouvernement de dissoudre toutes les associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical, l'opération de révision de la liste électorale, mais aussi la présidentielle 2025. Les détails avec Souleymane Donisongo. Devant la presse, Nyanzi Anissé, le président de l'Union démocratique et citoyenne UDC, aborde plusieurs sujets d'actualité. Le premier responsable du parti salue la décision du gouvernement pour avoir mis fin à l'existence de toutes les organisations estudiantines à caractère syndical à l'issue des derniers conseils des ministres. C'est l'occasion pour nous de saluer les dernières mesures prises par le Conseil national de sécurité, dont la principale est la proposition de dissolution pure et simple de toutes les organisations syndicales universitaires. Nous espérons que la quiétude sera de retour en milieu scolaire afin que nos enfants puissent vaquer tranquillement à leurs études. Abordant le chapitre de l'opération des révisions de la liste électorale lancée il y a 2 semaines, le président de l'UDC souligne des difficultés rencontrées. S'agissant du dialogue politique, il souhaite sa reprise. Une faible affluence est notée dans certains lieux d'enrôlement. Il y a des difficultés à se procurer le certificat de nationalité censé être spécialement gratuit pour cette opération. Certains sites d'enrôlement sont inaccessibles du fait de routes impraticables ou de météo capricieuse en cette période de saison des pluies. Dans un souci d'apaisement du climat politique, l'UDC appelle à l'ouverture d'une 6e phase de dialogue politique pour faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la phase précédente et entrevoir de nouvelles recommandations. L'Union démocratique et citoyenne veut prendre une part active à la prochaine présidentielle. Le comité politique du parti a émis le souhait de présenter un candidat à la présidentielle de 2025. Cette décision doit être entérinée ou pas au cours de la prochaine convention nationale du parti qui se tiendra dans le courant du premier trimestre de l'an prochain. Culture maintenant avec la présidente du Sénat qui participe à l'édition 2024 de l'Abissa. Pour la circonstance, Kandia Camara s'est illustrée aux côtés des femmes à Nzima. C'était au cours d'une journée dédiée à celle-ci pour récompenser leur engagement dans la pérennisation des valeurs culturelles du festival. Retour sur quelques temps forts de la célébration avec David Soyo. La présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Camara, à l'édition 2024 de l'Abissa. Marraine de la journée dédiée à la femme, la présidente du Sénat découvre l'importance de la femme dans la société Nzima.
La preuve, la journée de mercredi lui est consacrée et placée sous le contrôle de la reine-mère d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, Nguétié Eba II. La femme Nzima a pour mission de promouvoir la cohésion, l'entente et le vivre ensemble. Des valeurs de l'Abissa auxquelles les femmes Nzima attachent du prix. En témoigne leur pas de danse en harmonie avec le son du tam-tam sacré, le ndombolo. Je souhaite longue vie à toutes ces autorités coutumières, vraiment qui portent cet événement-là, l'Abissa, qui est un creuset de rassemblement, de vivre ensemble, d'union, de fraternité, de cohésion. C'est ce dont nous avons besoin. Tout comme le Zaouli, le Goli, on souhaite que l'Abissa soit aussi un patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'attachement de la présidente du Sénat à la culture Nzima est sanctionné par des bénédictions et des élévations. Kandia Kamisoko Kamara est faite fille Nzima et baptisée par la reine-mère Akuba. C'est vrai que je suis fille du Nord, précisément de Bon, mais aujourd'hui, je suis faite fille Nzima Kotoko. Et c'est ce que nous devons cultiver. Chaque Ivoirien est chez lui, partout où il se trouve. Je suis chez moi ici, à Bassam. Quelle belle leçon, vraiment, le peuple Nzima Kotoko donne à la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Akuba. Sur la place de l'Abissa, Akuba et la reine-mère esquissent des pas de danse au son de l'Ndombole, le tam-tam sacré Nzima. On termine ce journal avec l'actualité hors de nos frontières avec la ville espagnole de Massanassa à Valence, une commune de 9000 habitants. Jusqu'à vendredi 1er novembre, elle a été presque coupée du monde en raison des inondations meurtrières qui ont touché le sud-est du pays. De nombreux disparus sont encore recherchés dans la région de Valence. Le bilan, toujours provisoire, s'établit désormais à 211 morts. Le Premier ministre Pedro Sanchez a décidé de l'envoi de 10 000 soldats et policiers supplémentaires dans le sud-est du pays où les renforts sont attendus avec impatience. On referme tôt et on se dit à demain sur RTI 1. Bonsoir.